Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci Valentine pour la proposition de cette conférence. Donc, dont vous avez, alors je ne sais plus quel titre on avait explicitement transmis. Je me suis permis de le remettre ici. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous aviez, puisque ça, au gré de la préparation, ça peut évoluer. En fait, le titre porte un petit peu ce qui va être le dénominateur finalement de cette présentation, c'est-à-dire que donc on va parler d'intelligence artificielle. Et mon objectif, alors j'avoue que ces dernières années, tous les collègues qui travaillons sur le domaine de l'intelligence artificielle, on est de plus en plus amenés à faire des actions dites de médiation, c'est-à-dire la société nous interroge fortement sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, ses impacts, etc. Et en fait, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, si je puis dire, comme David, en fait, on a un profil, on est des gens qui travaillent pour ma part depuis 25 ans sur ce thème de l'intelligence artificielle, mais on a un angle, on est des informaticiens ou des mathématiciens. Et donc, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment de ce que c'est l'IA au niveau de la boîte noire, et non, en fait, les usages. C'est-à-dire que sur la question de l'usage, quand on veut parler de l'IA, c'est une autre discipline, et finalement, ça va être plutôt des sociologues, des économistes, des gens comme ça. Et en fait, l'objectif que l'on a, pour bien comprendre, pour être, alors c'est un peu peut-être exagéré, mais je dirais pour être un citoyen éclairé, maintenant l'IA, on en entend parler de partout, etc. Et ce qui est important, c'est de comprendre quand même, alors bien évidemment, l'idée n'est pas faire des spécialistes de l'IA au sens de comment ça fonctionne, mais pour savoir se positionner par rapport à tout ce qu'on entend, c'est quand même important de savoir, avoir quelques notions de comment ça fonctionne, les définitions, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, etc. Donc, c'est pour ça que ça va être vraiment mon fil conducteur pendant cet exposé. Donc, je ne parlerai pas, par exemple, comment on fait un prompt sous ChatGPT. Les ados sont plus calés que moi pour faire ça, par exemple. Alors, mon propos, ce que je remets là sur la planche, rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire, bon, j'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais c'est pour lancer mon exposé. Finalement, l'IA, c'est vraiment maintenant, c'est devenu un enjeu de société. D'ailleurs, pour des historiens des sciences, c'est un phénomène qui est redoutable, qui est extraordinaire dans le sens où, de ma connaissance, on n'a jamais eu un transfert aussi rapide, je dirais, de la science fondamentale vers la société. Quand on parle de ChatGPT, on parle de quelque chose qui a été publié, les briques de base, qui a été publié il y a à peu près 6-7 ans maintenant. Et un transfert de quelque chose qui est publié sur un usage qui révolutionne le monde du travail, etc., à ma connaissance, c'est jamais arrivé aussi vite, en fait. Donc c'est intéressant. Par contre, ça soulève plein de questions parce qu'on n'a pas de recul. Donc en fait, comme je le disais, l'IA est bien sûr présente dans de très nombreux aspects de nos vies. Alors là, j'ai listé, mais probablement vous avez plein d'autres exemples en tête. La voiture autonome, les robots conversationnels, donc ChatGPT en fait partie, et puis tout ce qui est prise de décision automatique. On peut parler par exemple de la e-santé, où finalement l'IA devient un outil d'aide à la décision pour un médecin. Alors, l'élément qui a été vraiment marquant ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, qui trouve notamment sa traduction dans les chatbots, c'est-à-dire ces outils de dialogue, en quelque sorte, où vous posez une question et vous avez des réponses. Donc, ce qui est déstabilisant peut-être dans la société, c'est que finalement la technique permet d'offrir des réponses, du contenu qui semble concurrencer finalement la production humaine, c'est-à-dire, et j'y reviendrai, si j'ai le temps, je vais faire attention au timing, mais si j'ai le temps, qui en fait génère des contenus qui semblent plausibles, et donc à partir de là, et puis vous avez toute l'interface qui donne cette impression, en gros vous avez l'impression d'avoir vraiment une intelligence en face de vous qui vous répond à votre question. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Un autre élément, et c'est des questions qu'on se pose beaucoup dans le domaine de l'éducation, que ce soit l'éducation nationale mais aussi dans le supérieur, c'est que l'appropriation de l'IA, donc là, les étudiants pourraient valider ça, l'appropriation de l'IA chez les jeunes est très très rapide.
C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'usage de ChatGPT, les ados sont probablement les plus pointus, ou en tout cas certains d'entre eux, sur comment articuler le questionnement, etc. Donc c'est quelque chose dont la jeunesse s'est emparée. Et donc, il faut en tenir compte. Et en plus, ils l'utilisent sans aucune appréhension et avec beaucoup de créativité. Donc, ce n'est que mon point de vue, mais par exemple, se battre contre ce type d'outils dans l'éducation en disant il faut l'interdire, etc., c'est complètement un combat perdu d'avance. Il faut au contraire essayer de l'intégrer et voir comment on peut l'utiliser d'une façon intelligente. Alors par contre, et c'était ce que j'ai dit un peu en introduction, je fais un peu une redite, c'est qu'il existe en fait des gros manques. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins des usagers de l'IA, mais en fait, il y a beaucoup de trous noirs, ou disons de zones peu connues sur comment elle fonctionne, comprendre d'où elle vient et à quelle fin elle peut être utilisée, en fait. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on utilise cette IA, on a plein de débats dessus, mais finalement, plein de débats qui sont souvent portés par aussi des gens qui ne savent pas finalement comment ça fonctionne, je veux dire, dans le cœur. Alors, c'est une vraie question quand vous utilisez votre voiture. Enfin, moi, quand j'utilise ma voiture, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique de la voiture, loin de là, en fait. Mais ce qui est particulier pour la voiture, c'est qu'on a des règles d'usage de la voiture. On a le code de la route, on a des choses comme ça. Donc, tout ça est bien établi. Dans l'IA, comme c'est un petit peu plus ouvert actuellement, c'est peut-être important de comprendre, en tout cas, avoir quelques notions de comment ça fonctionne. Quand on parle de données, de biais, des choses comme ça, tout le monde dit l'IA a un biais, mais pourquoi elle a un biais, ça vient d'où, etc. Donc, c'est peut-être intéressant d'avoir quelques notions là-dessus. Et puis, ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de porter assez régulièrement, c'est que l'IA n'est qu'un outil. C'est-à-dire on n'a pas une supra-intelligence qui apparaît et qui, d'un coup, va nous dicter ce qu'on doit faire. À savoir que l'IA est un outil créé, c'est des algorithmes et des maths, j'y reviendrai après, et donc son usage, ou en tout cas ses bornes, etc., c'est nous-mêmes, c'est purement politique en fait, c'est simplement un positionnement politique par rapport à ça. Donc c'est la même chose que les réseaux sociaux, si vous êtes contre les réseaux sociaux, rien ne vous oblige à être sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je suis sur aucun réseau, par exemple. Donc, et je suis désolé, je réinsiste, selon moi, et ça va être une révolution, ou en tout cas une évolution qu'il va falloir avoir dans notre système éducatif, il est impératif, par contre, que les futures générations, pour en faire des citoyens éclairés par rapport à ces questions, comprennent, à nouveau, ce n'est pas pour faire des spécialistes, mais comprennent le fonctionnement. Et c'est en lien aussi avec la culture du numérique, hein, c'est lié à ça, c'est une révolution qu'il faut absolument dans notre système éducatif, mais ça peut être adossé à ce qui est enseigné en maths, et ça peut être adossé à ce qui est aussi un petit peu vu dans le domaine du numérique. Alors, peut-être un préambule, en fait, qu'est-ce que c'est l'IA et pourquoi, quelle est je dirais, l'idéologie de départ de ces algorithmes dits d'intelligence artificielle. Donc en fait, à nouveau, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes. Le monde du numérique, en fait, il y a eu une énorme évolution. Ça, j'en reparlerai, hein, mais l'IA, c'est quelque chose, un concept qui existe depuis très longtemps. Mais il y a eu une accélération ces dernières années, notamment avec le monde du numérique qui génère un très, très grand volume de données. En fait, que ça soit dans votre vie de tous les jours, dans vos loisirs, etc., finalement, vous générez en quelque sorte énormément de données, tout est de plus en plus numérisé. Donc en fait, on a ce qu'on appelle des puits de données qui sont gigantesques. Et en fait, ces données, puisqu'il ne faut pas toujours voir le mal partout, ces données peuvent être utilisées, alors soit dans le cadre des entreprises, par exemple, pour obtenir un gain d'efficacité en matière de production, et sans que ça soit au détriment des métiers, mais il y a une évolution, c'est clair, il y a une évolution de certains métiers, mais c'est simplement pour, par exemple, enlever de la pénibilité, être plus efficace, et on sait que c'est important pour une entreprise en matière de production, mais ça va être aussi dans le cadre des services, mais aussi pour améliorer
en général, les conditions de vie. Alors, j'ai donné déjà cet exemple, hein, je le redonne parce que je pense que c'est le plus facile à appréhender, ce qu'on appelle la e-santé. Clairement, en fait, l'IA a un impact très important pour aider au diagnostic, par exemple, sachant que, bien sûr, à l'heure actuelle, il n'est pas envisagé qu'un algorithme remplace le médecin. C'est simplement un outil de plus dans son diagnostic. Alors en fait, pourquoi il y a eu cette explosion en quelque sorte de l'IA avec ce monde numérique qui génère un grand volume de données? Bien, en fait, c'est l'IA, quelque part, si on veut commencer à la résumer pour toucher du doigt qu'est-ce que c'est à partir de ce gros volume de données, ça permet de, grâce aux puissances de calcul, grâce aux méthodes mathématiques qui sont derrière, de faire une analyse de la donnée qui va permettre d'extraire des informations utiles, en fait. C'est ce travail d'entonnoir qu'on fait nous-mêmes en tant qu'être humain, en fait. Par exemple, avec la vision humaine, là, je reçois énormément d'informations avec mes capteurs visuels qui sont mes yeux. Si mon cerveau devait analyser toutes les informations que je reçois, je serais en train de disjoncter, en fait. Donc, il y a tout un travail, en fait, un peu hiérarchique pour, en quelque sorte, me résumer l'information que je reçois pour, après, prendre une décision, m'adapter, etc. Bah, c'est un peu ça, les premiers étages, finalement, de l'IA, c'est à partir de ce gros volume de données, être capable de résumer l'information en quelques éléments caractéristiques. Et donc, à partir de ça, on va décliner des algorithmes qui vont être capables de prendre des décisions à partir d'un certain apprentissage. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on va parler d'objets connectés qui deviennent intelligents, de machines qui deviennent intelligentes, puisqu'à partir de ce qu'elles observent, elles prennent des décisions. Alors, comme je vous disais, en fait, ce qui est important, c'est aussi d'avoir que ça soit bien au clair, en fait, ce que c'est l'IA. En fait, il existe des multitudes d'IA. L'IA, c'est un grand chapeau qui englobe plein de techniques. La première chose, en fait, vous avez deux grandes familles d'IA. Il y a ce qu'on appelle l'IA symbolique et l'IA statistique. Et en fait, l'IA symbolique, pendant des années, c'est ce qui tenait le haut du pavé, en quelque sorte. Alors, on n'en entendait pas trop parler parce que c'était plutôt utilisé dans le monde industriel ou dans des applications très particulières. Mais on avait déjà cette notion d'essayer de traduire le raisonnement humain. Simplement, la stratégie était un petit peu différente à maintenant, ce qui tient le haut du pavé. Donc là, j'ai illustré ça par un exemple vraiment jouet. Hein. Je veux mettre en place un système qui est capable de reconnaître automatiquement sur une image qu'est-ce que je suis en train d'observer. Et vous voyez, en fait, l'IA symbolique, c'était je traduis la compétence d'un expert, la connaissance d'un expert. Donc, par exemple, là, il y a un expert qui m'a dit, pour reconnaître, en fait, que c'est... Alors, c'est très résumé, hein, c'est un peu simplifié, mais comme ça, on comprend la mécanique. On observe des caractéristiques sur la photo, par exemple, et puis, en fonction de différents critères, est-ce qu'il a 4 pattes? Oui, non. Est-ce qu'il a de la fourrure, des moustaches, etc., etc. Et l'intelligence artificielle vous fournit la conclusion, c'est un chat. Donc en fait, vous voyez, ce qu'on appelait l'IA symbolique, c'était, on essayait de traduire sous forme de règles la connaissance d'un être humain. Et en fait, c'est ce qu'on appelait les systèmes experts, notamment, et ça a fonctionné de très nombreuses années, et je vous dis, ça fonctionnait très bien, par exemple, dans le domaine de l'avionique. Parce que ça a l'avantage, vous voyez, vous avez une transcription directe de la connaissance de l'expert. On n'a pas besoin de données pour apprendre. On essaye simplement de traduire informatiquement la connaissance d'un expert sous forme de règles. Et ça permet d'avoir un raisonnement aussi qui est lisible. Si vous avez un diagnostic sur une maladie, vous pouvez suivre la logique. Par contre, il y avait quelque chose de très difficile, c'est qu'il fallait traduire la connaissance d'un expert, en fait. Et dans plein d'applications, si vous mettez 4 experts autour de la table, vous n'aurez pas du tout le même... ils arriveront à la même conclusion, mais vous n'aurez pas du tout le même cheminement, en fait. Et le problème, c'est que l'informatique, ça va là ou là. Il n'y a pas de variation. Donc, en fait, il y avait cette grosse difficulté de modéliser, finalement, la connaissance humaine. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu, en parallèle, une autre branche, mais qui n'arrivait pas à se développer pour manque de données, de puissance de calcul.
ce qu'on a appelé l'IA statistique, ou, et ça vous avez dû en entendre parler, l'apprentissage machine, le machine learning, tous ces mots-là, ça englobe en fait des techniques qui en fait n'essayent pas de collecter la connaissance humaine à partir d'un mode de raisonnement, mais simplement à partir d'un très grand nombre de données, vont essayer de créer la logique de raisonnement, les règles de décision, un petit peu comme ce que j'avais dessiné sur ma planche précédente, qui me permettent d'obtenir la bonne conclusion. Donc, pareil, je reprends toujours mon exemple. Si vous voulez faire un système qui est capable de reconnaître des images, dis-moi un chat, vous allez lui montrer des tonnes d'images de chats, et vous allez lui dire c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, et au bout d'un moment, il va lui-même créer la règle, il va régler ses paramètres pour que la prochaine fois qu'il voit une image de chat, il dise c'est un chat. Donc en fait, on est vraiment là, on est sur de la conception de modèles à partir de l'observation de données. Et vous voyez, c'est vraiment donc c'est ce qui est utilisé quand on parle d'IA à l'heure actuelle, c'est ça. En fait, c'est cet apprentissage machine. Et vous voyez déjà, on est un petit peu avancé pour comprendre la rupture ou comprendre les débats qu'on a actuellement. Pour que ça fonctionne, il faut des données. On n'a plus l'expertise humaine qui est transférée, si ce n'est dans la prise de décision, et ça peut être un mode de décision qui est opaque. C'est-à-dire, il s'est construit en quelque sorte, il a réglé ses paramètres lui-même pour que, quand vous lui présentiez quelque chose, il prenne la bonne décision. D'accord ? Mais on a réglé le problème des 4 experts qui sont autour d'une table et qu'on n'arrivait pas à mettre d'accord. Donc moi, je vais me positionner en fait dans cette rubrique. Alors, en fait, souvent, il y a la question autour de l'intelligence. C'est-à-dire, dans le mot, on a déjà dit intelligence artificielle, donc il y a tout de suite la question qui arrive, est-ce que le système est intelligent? Alors, déjà, de base, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc, l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, ça repose sur des algorithmes. Et donc, leur boulot, ce n'est pas d'être intelligent au sens premier du terme, c'est simplement d'être capable de synthétiser une énorme masse de données pour en extraire en fait les informations les plus significatives. Donc ça, c'est un premier élément. Et alors, ce qui est assez déstabilisant, si vous voulez quand même pousser le raisonnement, est-ce qu'une IA est intelligente ou pas, c'est que vous avez des IA qui sont faites sur des tâches qui sont très simples pour l'être humain, reconnaître une photo d'un chat, un chien. Donc là, c'est très très simple pour un être humain, très rapidement dans la vie, en fait, je dirais, dès la petite enfance. Et pourtant, ça peut être compliqué pour un ordinateur. Dans d'autres cas, on a l'impression que c'est surpuissant, en fait. C'est-à-dire, j'ai mis l'illustration du jeu de Go, vous pouvez mettre le jeu d'échecs, etc. Où là, j'espère que j'aurai le temps, mais vu comment je suis bavard, je n'aurai pas forcément le temps. Mais en fait, où vous avez des algos qui ont été mis en place, qui sont capables de battre l'être humain sur des jeux aussi complexes que le jeu de Go. Donc on se dit, oui, il y a vraiment une intelligence qui est derrière. Alors en fait, ça replonge à ce qu'est l'intelligence et qui avait été étudié il y a très longtemps, notamment par Pascal, et en fait qui essaye de caractériser ce qu'est l'intelligence. Et vous avez finalement 2 types d'intelligence, et finalement l'IA va plutôt attaquer sur le premier type d'intelligence, qui est vraiment cette répétition systématique ou des choses comme ça. Mais vous n'avez pas ce que l'être humain est capable de faire, c'est-à-dire à partir de votre bagage, vous êtes capable vraiment de vous adapter d'une manière très, 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 très large, quoi. Alors, je continue toujours un petit peu sur ma définition pour bien comprendre ce que c'est quand on parle d'intelligence artificielle. Grossièrement, on peut le résumer par ça. Vous avez un environnement, donc vous avez des données. Je reprends mon exemple, puisque c'est l'exemple actuellement le plus à la mode, les chatbots, les ChatGPT. Vous avez des données qui rentrent, donc c'est ce que vous tapez en termes de texte, de prompt, c'est-à-dire vous avez une certaine interrogation. Ensuite, c'est mouliné en fait par un algorithme qui a été conçu à la fois par une vision informatique et mathématique. Et à partir des paramètres de cet algorithme, vous avez un résultat qui est donné. Donc, à aucun moment, il y a une notion, c'est d'intelligence suprême ou quoi que ce soit. On est bien sur quelque chose qui est bien défini d'une manière algorithmique et mathématique.
Alors en fait, pourquoi c'est complexe de faire un algorithme, de faire une intelligence artificielle, par exemple, qui est juste capable de reconnaître une photo d'éléphant ou une photo de fleur? En fait, on est confronté à, et c'est là où on va arriver à la problématique de données, de gros volumes de données, d'étiquetage. En fait, la nature est joueuse, entre guillemets, c'est-à-dire que pour un cas de figure, vous avez une énorme variabilité. Donc c'est illustré sur ma planche, c'est-à-dire ce que nous, en tant qu'être humain, on identifie tout de suite comme un éléphant. Bah, vous voyez, vous allez avoir des variations du fait de... parce que c'est un éléphant qui est différent, pris sous un autre point de vue, avec un autre fond, etc. Pareil pour la fleur, vous avez différentes variétés de fleurs, etc. Donc en fait, pour une catégorie, on va avoir une représentation qui est variable, en fait. Et donc, ce que doit faire un algorithme d'intelligence artificielle, c'est d'entourer, en quelque sorte, toutes ces variations. C'est-à-dire, quand il reçoit les données qui représentent une fleur ou un éléphant, ce qu'il doit être capable de faire, lui, c'est la frontière de ces différentes, ce qu'on appelle des classes, pour que quand il a quelqu'un d'inconnu qui arrive, il regarde dans quel groupe ça tombe, et puis il en déduit, ah bah si ça tombe dans ce groupe, ça doit être une fleur, si ça tombe dans ce groupe, ça doit être un éléphant. En fait, c'est ça le boulot de l'intelligence artificielle, c'est tracer des frontières. Alors pour continuer à être un petit peu plus concret, pour bien comprendre la mécanique, je prends un petit exemple, je veux mettre en place un système qui veut reconnaître des pommes rouges, des pommes vertes. Donc, en fait, première chose, comme je vous ai dit, j'ai des images de pommes rouges et des images de pommes vertes. Donc, il y a un expert qui me dit, ce qui peut être pas mal pour reconnaître des pommes rouges et des pommes vertes, c'est sur ton image, tu calcules le rouge moyen et le vert moyen. Et probablement, si vous avez plus de rouge, ça va être une pomme rouge. Si vous avez plus de vert, ça sera une pomme verte. Donc, ce que je fais, en première étape, je récupère mon image et je calcule le rouge moyen et le vert moyen de l'image. C'est-à-dire que pour chaque image, je vais avoir deux informations. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on résume l'information pour essayer de simplifier. Donc, en fait, vous voyez les petits points que je représente sur mon graphique. Sur l'axe des abscisses, donc l'axe qui est horizontal, j'ai mis juste la valeur du rouge moyen. Et sur l'axe des ordonnées, donc celui qui est vertical, j'ai mis la valeur du vert moyen. Et tous les points que je représente, c'est des images de pommes rouges et de pommes vertes. Et en fait, comme l'expert m'a donné un bon tuyau, qu'est-ce qui se passe? En fait, toutes les images qui correspondaient à des pommes vertes se regroupent un peu au même endroit. Et toutes les images qui correspondaient à des pommes rouges se regroupent un peu au même endroit. Elles ne se regroupent pas toutes exactement au même endroit. C'est la variabilité dont je vous parlais. Mais donc là, j'ai déjà fait un premier boulot, c'est de résumer l'information dans une représentation qui me permet de mettre en évidence les différents groupes. Les algorithmes d'intelligence artificielle font souvent, dans un premier temps, tout ce travail de résumé d'informations. Ce qu'on appelle là, ce que je vous donne là, c'est ce qu'on appelle l'espace des caractéristiques, c'est-à-dire ce qui me permet de discriminer telle information et telle information. Donc là, a priori, tout se passe bien, tout le monde est regroupé. Et ensuite, qu'est-ce que doit faire un algorithme d'intelligence artificielle? Je lui présente, donc je suis toujours dans mes pommes rouges et mes pommes vertes, je lui présente une image de pomme inconnue, et il doit conclure si c'est une pomme rouge ou une pomme verte. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait cette mécanique, il calcule le rouge moyen, le vert moyen, ça donne le petit point bleu que j'ai entouré. Et puis, comme j'avais eu un algorithme qui s'était entraîné, qui avait tracé la frontière, c'est le trait bleu que j'ai représenté, selon de quel côté ça tombe de la frontière, votre système va vous dire c'est une pomme verte que tu m'as présentée, c'est le cas présent, ou c'est une pomme rouge. Alors vous voyez, je suis passé quand même, on a attaqué, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence supra, etc. J'ai commencé mon boulot de démystification. Une grosse partie des algos d'IA, c'est de tracer la frontière. C'est tout. C'est juste des systèmes où on essaye de trouver les paramètres pour trouver la bonne frontière, pour faire le tri. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, ça devient magique quand on est sur des systèmes complexes où on présente une photo et le système, automatiquement, est capable de nous dire « Ah oui, c'est une pomme verte ». On se dit « Waouh, c'est bizarre d'une machine qui est capable de reconnaître ça ». Mais en fait, la mécanique qui est derrière, c'est ça.
Alors, il y a un autre mythe aussi qui a rajouté peut-être finalement à la fois la représentation qu'on a de l'intelligence artificielle et aussi à la puissance des algos actuels. C'est dans les années, donc je vous ai rappelé la date, 1943, donc c'est pas tout neuf. En fait, il y a eu des travaux pour essayer de faire un transfert de comment fonctionne un neurone biologique vers quelque chose qui, alors à l'époque c'était en électronique, et maintenant c'est en informatique ou en mathématiques, comment on peut faire calculer la machine en quelque sorte comme un neurone. En fait, un neurone, je suis loin d'être un spécialiste du neurone humain, en gros c'est un système qui récupère des informations venant d'autres neurones ou des capteurs humains que nous avons, qui fait une synthèse de cette information et qui libère, en fonction de ce qu'il a reçu, une nouvelle information qui va transiter vers un autre neurone, etc. etc. Il y a des biologistes dans la salle, je suis désolé de cette réduction très forte, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a traduit informatiquement ou mathématiquement, et c'est le petit graphique qui est de l'autre côté, c'est-à-dire que informatiquement, c'est quelque chose de très calculatoire, on reçoit des valeurs, mon rouge moyen, mon vert moyen, on les combine, et en fonction de la valeur qu'on obtient, on prend une décision en disant c'est une pomme verte ou c'est une pomme rouge. Et quand je vous disais ça peut s'accrocher au programme de maths en collège, par exemple, ce que je suis en train d'écrire, ça peut tout à fait s'étudier au collège. Il n'y a pas de problème, j'ai besoin juste de multiplication et d'addition. Alors, on peut aussi, pour comprendre cette mécanique de réseau de neurones, et puis ça va me permettre d'introduire un peu aussi cette mécanique d'apprentissage, on peut faire des petites activités. Alors je vais essayer de vous les illustrer pour à nouveau bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, je veux mettre en place un réseau de neurones qui est capable de comprendre si en entrée je fournis une forme qui est un cercle ou un carré. Donc dans ce cas-là, dans la petite application, vous voyez ce que j'ai mis en point d'interrogation, il y a deux neurones qui travaillent en parallèle et qui reçoivent des informations. Si je mets un carré en entrée, ce qui se passe, il va y avoir des informations qui vont circuler sur les deux fils du bas. Si je mets en entrée un cercle, vous allez avoir des informations qui vont circuler sur les deux fils du haut. Et vous voyez, c'est une activité, ce qu'on appelle débranchée, qu'on peut faire avec un groupe de classe. Donc les deux neurones, en fait, c'est deux enfants, par exemple, qui jouent. Et au début, ils ne savent pas si eux, ils doivent répondre oui pour telle information ou telle information. Donc par exemple, là, si j'envoie cette information, le neurone du haut, il dit oui, c'est un carré, par exemple. Et l'autre, il ne répond pas parce que l'autre, il doit répondre que quand c'est un cercle. Et puis, s'il y a de l'information qui arrive en bas, qui arrive sur ce fil-là, eh bien, c'est le neurone du bas qui répond et qui dit oui, c'est un cercle. D'accord ? Donc, en fait, vous voyez, c'est des structures, les réseaux de neurones, qui reçoivent de l'information et en fonction de l'information, par exemple, dans mon cas présent, elles décident de dire oui ou non. Et donc, vous, en tant qu'être humain, vous déduisez, ah, si c'est celui du haut qui a parlé, c'était un carré en entrée, si c'est celui du bas qui a parlé, c'était un cercle. Donc, vous voyez, vous avez cette mécanique un petit peu, mais ça reste une mécanique toute simple, en fait. On a de l'information qui arrive, et puis on prend une décision. Alors, ce qui manque dans mon explication, c'est comment on a appris que quand c'est un cercle qui est mis en entrée, il faut que ça soit, par exemple, celui du bas qui dise oui, etc. Je vais y venir tout de suite après. Ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez le reconnecter avec du calcul. D'accord ? Donc là, je vais aller assez vite, parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence. Mais en fait, je reprends toujours mon exemple, une pomme rouge et une pomme verte qui est résumée par deux valeurs. Vous voyez, en fait, sur mon fil en haut, je fais circuler la valeur du rouge moyen. Sur le fil du bas, je fais circuler la valeur du vert moyen. Il y a des notions de poids, c'est des paramètres qui vont multiplier ces valeurs. Je vais faire une addition et en fonction de la valeur que j'obtiens en sortie, je vais prendre la décision, c'est une pomme rouge ou une pomme verte. Je donne deux exemples. Premier exemple, en entrée, j'ai mis une pomme rouge. Donc le rouge moyen que j'ai calculé, c'est 160. Qu'importe les valeurs, c'est juste pour l'exemple. Le vert moyen, c'est 45. J'ai multiplié ces valeurs d'entrée avec des poids qui sont propres aux neurones. J'ai obtenu moins 92. Comme c'est une valeur négative, mon système conclut que c'est une pomme rouge. Deuxième exemple,
vert moyen, je lui ai mis 15 en entrée, 155 quand j'ai écoulé, pardon, pomme verte, vert moyen 155, rouge moyen 15, je refais mon calcul, j'obtiens 198, une valeur positive, mon système prend la décision que c'est une pomme verte. Et en fait, ce que je vous avais expliqué sur les frontières, je la représente avec cette structure de... Alors là, ce n'est même pas un réseau de neurones, il y a juste un neurone qui fonctionne. Eh bien, il a tracé une frontière, alors c'est une droite, mais qu'importe, je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous êtes au-dessus, mon système conclura que c'est une pomme verte. Si c'est en dessous, il conclura que c'est une pomme rouge. Alors pourquoi j'explique cette mécanique? C'est juste pour vous montrer que le fonctionnement des réseaux de neurones, ce n'est que des additions, des multiplications avec des paramètres. Simplement, il y en a des milliards. C'est pour ça que c'est très complexe. Mais ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'il y a derrière ChatGPT. Je prends toujours cet exemple parce que c'est celui qui fait le buzz. Dans 2 mois, j'utiliserai peut-être un autre exemple. Donc, vous voyez, en fait, ce que vraiment je veux essayer de faire passer comme message, c'est que ce n'est que des additions et des multiplications avec des paramètres qui ont été réglés à travers un processus d'apprentissage. Alors, justement, là, je vous ai présenté un neurone, mais quand vous avez des décisions qui sont plus complexes à prendre, il vous faut une structure de réseau de neurones qui est plus complexe. Je reprends toujours mon petit exemple, une activité que je fais par exemple avec une classe, et ce coup-là, je veux faire deviner si en entrée j'ai mis un carré blanc, un carré noir, un cercle blanc, un cercle noir. Donc vous voyez, vous avez beaucoup plus, ça devient plus complexe. On a 4 choses à reconnaître. Donc dans ce cas-là, je vais avoir 4 neurones. Chacun ont le travail de reconnaître telle combinaison. C'est-à-dire, il y en a un, il reconnaît que c'est un carré noir, l'autre c'est un carré blanc, etc., etc. Et donc, j'ai 3 entrées. J'ai la forme, c'est un carré, c'est un rond, et c'est la couleur noire. Et puis, en fonction des informations, une fois qu'il a appris, ces informations sont transmises à tout le monde, à tous les neurones, et il y en a un, parce que vous avez appris, qui va réagir, par exemple, quand j'ai mis un carré blanc, et qui va dire, bon, c'est un carré blanc que tu as mis en entrée. Et puis, un autre cas de figure, si vous avez un cercle noir, dans ce cas-là, ça active les fils cercle et les fils noirs. Ouais, pardon, c'est toujours le principe des animations. Bon, c'est pas grave. Donc, ça va prendre la décision que c'est un cercle noir. Donc, en fait, pour un tout petit exemple, tout à l'heure, j'avais que 2 neurones pour trouver un carré ou un cercle. J'ai juste ajouté la couleur. J'ai 4 neurones maintenant. D'accord? Et pourtant, c'est vraiment très, très simple. En fait, ce que je veux commencer à faire toucher du doigt, c'est que plus le problème est complexe, plus il va falloir une structure complexe. Et c'est pour ça que pendant des années, on a eu un peu l'hiver de l'IA, c'est-à-dire on n'entendait pas trop parler de l'IA, parce que ce que je vous explique est très ancien. Hein. Mais simplement, on n'avait pas les capacités de calcul pour pouvoir mettre en place des structures qui sont complexes et qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Alors, à nouveau, je fais le parallèle calculatoire, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Je reprends mon exemple des pommes vertes et des pommes rouges, mais simplement, je les ai laissées traîner sur le comptoir, donc elles se sont périmées au niveau surface. Et donc, vous voyez, en fait, mes pommes rouges et mes pommes vertes, maintenant, elles sont plus mélangées dans mon espace de caractéristiques. Donc, la frontière, elle est plus compliquée à dessiner. Si vous avez besoin de dessiner une frontière plus compliquée, il vous faut un système plus compliqué, et donc c'est là où vous avez besoin d'un réseau de neurones avec plein de paramètres. Ce que j'ai essayé de dessiner là, où en fait le top, c'est d'avoir la frontière que je vous ai dessinée là. Et pour obtenir ça, il vous faut une structure complexe. Or, quand on demande à un système de jouer aux échecs ou des choses comme ça, vous comprenez bien qu'il va falloir un système très très complexe en termes de paramètres. Mais la notion de base n'a pas bougé. C'est-à-dire c'est toujours des multiplications, des additions, etc. Juste pour que vous ayez touché du doigt un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire complexe? J'ai pris l'exemple, et ça me permet d'introduire aussi ce qu'on entend parler, la notion de deep learning, d'apprentissage profond. C'est quelque chose, c'est juste une surcouche de ce que je vous ai expliqué. En fait, la notion de deep learning, c'est des réseaux de neurones très, très complexes. Et c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage profond. Alors, ça veut dire quoi, très, très complexe? J'ai pris l'exemple, la première proposition, on va dire, d'une structure qu'on peut considérer deep,
c'était en 2012. Donc c'est pour ça, vous voyez, hein, vous vous rendez compte, en fait, ce dont on parle, la première brique en termes de puissance, c'est il y a un peu plus de 10 ans, quoi. Donc ça va très vite. Donc c'est une structure qui contenait 62 millions de paramètres. Donc on était quand même sur quelque chose qui est assez complexe, mais maintenant ça a été encore plus dépassé en termes de nombre de paramètres. Donc en gros, le fonctionnement est le même. En entrée, vous mettez votre pomme verte ou votre pomme rouge, mais comme elles sont compliquées à séparer, bah vous avez une structure avec plein de neurones qui chacun travaille comme je vous l'ai expliqué. Ils ont des entrées, ils décident d'une sortie, puis après c'est recombiné, pour prendre la décision finale. Alors je vous ai mis une petite fresque, je ne vais pas la détailler, c'est juste très rapidement, pour montrer cette accélération, 43, j'en ai parlé, c'est en gros le neurone biologique qui est traduit en neurone électronique, et puis vous avez une accélération, vous voyez ma fresque, je suis obligé d'accélérer. 2017, c'est l'introduction de la première brique de ce qui constitue la vision notamment des chatbots actuels. Et puis alors là, ça s'enchaîne en fait. Là, ça s'enchaîne. Donc vous voyez, vous avez vraiment ce phénomène d'accélération qui est assez remarquable dans cette thématique-là. Alors, il y a encore quelque chose que je n'ai pas défini dans ma présentation, c'est l'apprentissage en fait. Parce que je vous ai dit, bah, vous voyez, si je reprends mon petit jeu où je devais reconnaître en fait si c'était un carré ou un cercle, au début, les élèves, par exemple, quand ils jouent à ça, ils tiennent des cordes, par exemple, et ils reçoivent des impulsions de la gauche ou de la droite. Ils ne savent pas si ce qu'on leur a transmis en entrée, c'était un carré ou un cercle. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'apprentissage, c'est-à-dire c'est régler les paramètres de la structure. Et en fait, c'est là où on voit la notion d'apprentissage qu'on appelle supervisé, c'est la notion d'apprentissage avec un professeur. C'est-à-dire, vous avez un ensemble d'apprentissage, et c'est là où ça devient important par rapport à tout ce qui se dit sur les données, etc. Vous avez un ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire, je reprends mon exemple des pommes vertes et des pommes rouges, vous avez plein de pommes vertes, d'exemples de pommes vertes, et plein d'exemples de pommes rouges, et il y a un expert, un prof, quelqu'un qui a dit toutes ces images-là, c'est des pommes vertes, et toutes ces images-là, c'est des pommes rouges. Et à partir de cet ensemble d'apprentissage, par un processus essai-erreur, en quelque sorte, l'algorithme va mettre à jour ses poids, en fait, itérativement, et puis une fois qu'il a fini, il peut être capable, normalement, toujours avec une probabilité d'erreur, hein, mais il va être capable de prendre une décision. Alors, ça peut paraître un peu magique, mais en fait, je suis désolé, je reprends mon petit exemple avec des débranchés parce que je trouve que ça fait bien redescendre en fait, le concept et on voit bien comment ça marche. En fait, on peut fonctionner comme ça. Je reprends toujours 4 personnes qui doivent en fait être capables chacune de reconnaître une certaine forme avec une certaine couleur. Je ne détaille pas les 4, mais je prends le premier. Le premier, il a pour consigne, toi tu dis oui quand c'est un carré blanc qui a été mis à l'entrée. Okay, mais bien évidemment, au début, il tourne le dos à ce qu'on met à l'entrée, donc il ne sait pas du tout ce qu'on envoie en entrée. Donc par exemple, je propose en entrée un carré blanc. Donc à ce moment-là, l'impulsion, elle est donnée sur le fil, sur les fils d'entrée qui correspondent à carré blanc. Donc j'envoie ces impulsions. Okay. À ce moment-là, les 4 neurones ont reçu une information venant d'un des fils auxquels ils sont connectés et ils tentent une réponse. Au début, ils ne savent rien. C'est ce qu'on appelle l'initialisation pseudo-aléatoire. Au début, on ne sait rien. Ils tentent une réponse. Donc le premier, il dit non, ce n'est pas un carré blanc. Le deuxième, il dit oui, c'est un cercle blanc. Le troisième, il dit ah non, ce n'est pas un carré noir. Et le quatrième, etc. OK. Et à ce moment-là, il y a une opération de supervision, c'est-à-dire qu'il y a un professeur qui dit à chacun la consigne. C'est-à-dire, lui, il sait ce qu'on a mis en entrée, et il dit, au premier, t'as faux, au deuxième, t'as faux, au troisième, t'as juste, puisque c'est un carré blanc, et au quatrième, t'as juste. Okay. Et en fait, si vous faites jouer ce jeu quelques itérations, bah vous verrez très rapidement, les 4 enfants, mais même avec 4 adultes, hein,
sauront exactement à quel moment ils doivent dire oui ou non, parce qu'ils réfléchiront, ils disent « Ah oui, donc en fait, il fallait que je dise oui quand je reçois l'impulsion de tel fil ou de tel fil et de tel fil. » En fait. Ben, cette mécanique-là d'apprentissage, c'est exactement ce qu'on a dans les réseaux de neurones. En fait. Alors, je pense que vous avez compris la chose, je vous fais un autre exemple. J'ai mis un cercle noir, et puis chacun tente une réponse, et puis il y a le superviseur. Et en fait, ce qui se passe petit à petit, et on le voit très vite dans un groupe, une fois que bien sûr, si vous êtes avec des jeunes enfants, ils ne connaissent pas forcément les règles du jeu, mais très vite, ils comprennent, et puis ils ont une stratégie, et très vite, ils vont obtenir les bonnes valeurs. Mais en fait, c'est exactement comme ça que fonctionne un algorithme d'apprentissage en réseau de neurones. Donc là, je l'ai modélisé mathématiquement, informatiquement, mais bien sûr simplifié, mais ça va être la même chose, c'est-à-dire que pendant toute une étape d'apprentissage, vous allez présenter, je reviens à mes pommes vertes et mes pommes rouges, au début, il ne sait rien, il ne sait pas reconnaître les pommes rouges et les pommes vertes, vous lui présentez une pomme verte en entrée, il tente, il a ses poids qui sont réglés, qui combinent le rouge moyen, le vert moyen, il tente, il les combine, il donne une sortie, et dit « Ok, ben en entrée, tu m'as donné une pomme rouge. » Et là, vous avez un superviseur qui dit « Ben non, parce que vous aviez une étiquette, un label, qui dit « Ah non, c'était une pomme verte. » Donc, il y a un jeu de calcul d'erreur, et en fonction de cette erreur, on va modifier les poids, les paramètres, de telle façon que la prochaine fois, eh bien, mon système, il soit capable de dire que c'est une pomme verte. Et en fait, on recommence, et on recommence, et on recommence. Et là, vous voyez... Vous avez à nouveau on vient de voir un nouveau nœud en fait, de ce qu'est l'IA, parce que là j'ai un petit exemple avec 3 poids à régler, etc., pour des pommes vertes et des pommes rouges. Mais quand vous voulez mettre en place un système qui est capable de tenir une conversation avec vous, vous imaginez le nombre de pommes vertes et de pommes rouges, si je puis dire, que vous avez dû présenter et boucler pour être capable de régler les paramètres, en fait. Et c'est là un des enjeux de l'IA, c'est tout ce qui est complexité. Et derrière complexité, on parle de volume de données. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on vous aspire vos données. Et deuxième chose, c'est la consommation électrique qu'il faut pour entraîner ces modèles, puisque quand je présente ça, c'est un algorithme qui tourne, qui fait des calculs, et ça consomme énormément d'énergie. Donc en fait, il va y avoir un enjeu aussi de consommation électrique par rapport à l'IA. Le biais. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en fait, on fait peut-être un raccourci. Alors là, ça va être, je ne veux pas faire un débat sémantique, mais en fait, des fois, on va trop vite, on dit un algorithme d'IA a un biais. Mais en fait, un algorithme, dans sa base, n'a pas de biais. Un algorithme, ça fait 1 plus 1, 2 fois 3, etc. Et sur un ordinateur, quand vous lui demandez de faire 1 plus 1, il vous donnera toujours 2. Donc en fait, il n'a pas de biais au sens de donner une mauvaise décision au sens du calcul. En fait, ce n'est pas qu'il a un biais, c'est les paramètres qui ne conviennent pas en fait, à ce que vous attendiez comme réponse. Donc c'est son paramétrage. Si on veut parler de biais, c'est plutôt dans le paramétrage. Alors maintenant, si on veut toucher du doigt... Alors, on commence à en entendre pas mal parler, en fait, d'où viennent les biais des méthodes d'IA ou des paramétrages des méthodes d'IA. En fait, si je reprends mon exemple des pommes rouges et des pommes vertes, c'est très facile de toucher du doigt, de voir d'où ça vient. Regardez, en fait, j'ai représenté donc un corpus d'apprentissage, donc un ensemble d'images de pommes vertes et de pommes rouges que j'ai présenté à mon algorithme. Donc, vous voyez, les pommes vertes, elles sont assez éparpillées. En fait, j'ai eu accès à énormément de photos de pommes vertes de nature différente. En revanche, vous voyez, les pommes rouges, c'est que les petits points qui sont dans le coin. Donc, en fait, j'avais très peu de variabilité dans les pommes rouges, en fait. En gros, toutes les pommes rouges que j'ai présentées à l'algorithme d'apprentissage, elles se ressemblaient. Et c'est à partir de ça que mon algorithme d'IA a appris. Je vous rappelle, un algorithme d'IA, il trace une frontière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé la frontière, la droite que je vous représente, parce qu'il y avait une grande diversité sur le vert et une petite diversité sur le rouge, donc il a mis la droite assez bas. À ce moment-là, il a fini d'apprendre, c'est la droite. Je lui présente une pomme rouge, et regardez où elle tombe. Elle
porte de la diversité en termes de représentation de pommes rouges. Donc le point est assez éloigné de l'ensemble que j'avais pour apprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Mon système d'IA va répondre, c'est une pomme verte. D'accord? Ben voilà, vous avez le biais. En fait, c'est juste ça, le biais. C'est juste ça. Alors après, quand on dit juste ça, il faut le construire, le corpus qui exprime la variabilité. Mais en fait, donc c'est pas l'algorithme qui a un biais, c'est simplement les données que vous lui fournissez pour se paramétrer qui présentent un biais. Et c'est pour ça que vous avez énormément de questions quand vous êtes sur des questions soit d'orientation en termes de recrutement, soit, enfin bref, sur les IA génératives. Je ne vous refais pas tous les débats, mais en fait, ça vient juste de la variabilité dans le système, dans ce que vous lui avez présenté pour apprendre. Mais c'est pareil pour l'être humain. Hein. Si vous prenez quelqu'un sous cloche et que, en fait, vous voulez lui faire apprendre ce que c'est une voiture et que vous lui présentez toujours les mêmes images, etc., le jour où il a une variabilité, il ne sera pas capable de conclure que c'est une voiture. Hein. Là, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Alors, en fait, si je veux faire un résumé déjà des notions dont j'ai parlé d'IA symbolique, l'ancien temps, mais qui était un transfert un peu de la compétence. J'ai parlé d'apprentissage automatique, donc c'est l'IA statistique, d'accord? Donc c'est à partir des données qu'on va faire les règles de décision. On a vu comment, par essai-erreur. J'ai parlé d'apprentissage supervisé. Ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'on a besoin de données qui sont étiquetées pour être capable de comprendre que ça, c'est une pomme verte ou une pomme rouge. J'ai parlé de réseau de neurones, c'est une technique. Les réseaux de neurones, c'est une technique, mais c'est vrai qu'il y a le dessus du panier actuellement parce que ça permet de faire des systèmes très complexes. C'est pour ça, mais autrement, c'est une technique. Et je vous ai parlé d'apprentissage profond, c'est juste un réseau de neurones très compliqué pour résoudre des problèmes très compliqués, mais autrement, il n'y a rien de magique quand on parle de deep learning, c'est juste une technique. Donc, bon, je reprends. En fait, à partir de là, avec ces bases-là, en fait, on peut rentrer finalement dans n'importe quelle vision, en quelque sorte, de l'IA actuellement. En fait, il y a moi je résume ça par deux buzz, donc je ne pourrais pas traiter les deux. Le premier buzz lié IA, il me semble, c'est la machine qui bat l'humain, en fait. Donc c'est Kasparov qui est battu par Deep Blue, et puis après DeepMind qui bat l'être humain sur le jeu de Go. Donc ça, c'est le premier buzz. Et le deuxième, on en parlait, c'est l'IA générative. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais juste vous expliquer, sur le temps qui me reste, sur les 10 minutes qui me restent, comment une machine peut battre un être humain, en fait, comment une machine devient intelligente face au jeu. Là, à nouveau, en fait, je prends cet exemple parce que il me semble, pour moi, c'est le truc le plus magique, en fait, qui peut paraître le plus magique, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur qui est capable de battre le meilleur au monde dans des jeux qu'on considère très complexes, ça a quand même quelque chose d'assez magique. Donc c'est assez intéressant d'essayer de démonter la mécanique pour bien voir qu'à nouveau, c'est des choses très astucieuses, c'est des très beaux algorithmes ou des très belles méthodes mathématiques, mais il n'y a rien de magique. Alors je vais quand même attaquer par la préhistoire, à l'échelle de l'IA, à savoir Deep Blue. Donc j'ai remis l'illustration. Je vous rappelle, Deep Blue, c'est alors 97. Donc Kasparov est battu par une machine. Et d'ailleurs, il y a eu une série qui a été sur Arte, qui est pas mal faite, même si bon, il y a le côté un peu... C'est normal, on a l'impression qu'il y a quand même un côté magique, en fait. Donc, en fait, comment fonctionnait Deep Blue? Alors là, on est encore plus loin de l'intelligence artificielle. C'était ce qu'on appelle du brute de force, que j'appellerais du bourrin. En fait, c'est comment ça fonctionne. Vous avez, alors c'est ce que j'ai essayé de représenter à droite, vous avez une situation au jeu d'échecs, et à partir de cette situation, vous créez toutes les situations possibles qui peuvent être à suivre. Donc on part du joueur. Le joueur, pardon, c'est la machine. La machine peut jouer plein de coups, bien évidemment, et dans ce cas-là, vous évaluez toutes les situations possibles sur lesquelles il va tomber, par exemple, s'il déplace son pion.
Et puis derrière, à partir de des nouvelles situations possibles, vous essayez d'évaluer, et c'est pour ça qu'on parle de brute de force, vous allez évaluer toutes les situations ou tous les coups que peut faire l'adversaire. Et donc, c'est le rayon d'en dessous. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à partir de ça, vous construisez... Alors, bien sûr, on ne peut pas faire à l'infini, parce que c'est explosif le nombre de combinaisons. Donc, et c'est là où Deep Blue était très fort, c'est au niveau de sa structure, mais j'y reviens tout de suite. Alors, où est l'intelligence? Parce que si vous faites ça, OK, mais comment on choisit le coup à jouer? C'est là où on voit, dans la série d'ailleurs, comment l'intelligence humaine a été mise, c'est-à-dire qu'il y a des experts humains, de jeux d'échecs, dans le cas présent, qui ont essayé de donner de la valeur à chaque situation. Je donne un petit exemple, parce que l'ordinateur, il ne sait manipuler que des nombres, en fait. Donc, il va falloir, à un moment donné, quantifier. Donc, par exemple, sur cette situation d'échec, il donne une valeur 7. C'est-à-dire, c'est une valeur qui quantifie est-ce que je suis dans une situation positive ou négative. C'est-à-dire, si je mets moins 100, c'est surtout ne va jamais dans cette situation. Si je mets plus 100, eh ben, ça veut dire que je vais gagner le coup d'après, etc. Et donc, pour chaque type de situation, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'évaluer numériquement la qualité de la situation. D'accord? Donc là, c'est là où on a besoin des grands experts de jeux d'échecs. Et ensuite, ils sont mis... Alors, je vais aller très très vite, parce que l'algorithme est très simple. C'est la notion de l'algorithme min-max. Vous voyez, j'ai fait 2 coups. Je suis à une situation en cours, j'ai 2 coups possibles, A1 et A2. Et pour ces 2 situations possibles, l'adversaire peut jouer 2 coups. Donc l'être humain, puisque moi je suis la machine dans ce que je suis en train de développer. Il peut jouer B1, B2 pour la première situation, B3, B4 pour la deuxième situation. À ce moment-là, et donc ce que je dois savoir, moi machine, c'est est-ce que je dois jouer A1 ou A2. Et donc, pour faire ça, on va le plus profond possible dans les coups possibles, et on évalue ce que vaut la situation, pour moi. Donc, par exemple, vous voyez, si j'ai fait A1 et que l'être humain fait B1, j'ai une valeur de 3, moins 6, 2, 7. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce que je fais, en fait? Quel est le concept de l'algorithme? C'est dire, eh bien, moi, je vais essayer de faire le meilleur coup, et je considère que l'adversaire est le meilleur possible, et donc, lui, il va aussi faire le meilleur coup. Donc, en fait, il va me mettre le plus en difficulté, et moi, à l'inverse, je vais choisir le meilleur coup. C'est pour ça que vous avez cet algorithme dans la première situation. Donc, l'adversaire, il peut faire B1 ou B2. Dans un cas, il y a une valeur de 3, dans l'autre, il est moins 6. Moins 6, ça veut dire que c'est très mauvais pour moi. Donc, je considère que l'adversaire va faire B2 s'il est dans cette situation. En fait, je considère qu'il est le meilleur possible. Donc, je fais remonter moins 6, et puis de l'autre côté, il avait 2 et 7. Donc, je considère qu'il va faire le meilleur coup pour lui, donc je fais remonter 2. Et à ce moment-là, c'est tout simple. Est-ce que je choisis A1 ou A2? Là, c'est moi qui contrôle. Bien sûr, je choisis le coup qui me rapporte le plus, donc je choisis 2. D'accord? Et bien voilà, on a vu Deep Blue, en fait. Voilà comment fonctionne. Alors, à des adaptations près, mais on a vu Deep Blue. Simplement, pourquoi Deep Blue a cassé la baraque? C'est parce que ce n'est pas sur l'algorithme en lui-même, mais c'est sur la puissance de calcul, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de mettre en place une puissance de calcul qui, alors je n'ai pas révisé, mais je crois qu'ils pouvaient descendre à 7 coups d'avance, en fait. Imaginez sur les jeux d'échecs le nombre de combinaisons qu'il faut. Donc, en fait, c'était de l'intelligence artificielle, mais très, très quand même calculatoire. D'accord? En fait, c'était surtout de la puissance de calcul. Juste pour donner une illustration de quelle a été l'évolution avec DeepMind, donc l'évolution de Deep Blue, et pourquoi là, on est passé à un nouveau mode où en fait, on est beaucoup plus puissant que cette vision de Deep Blue qui est purement calculatoire et qui est limitée par le nombre de combinaisons. Un petit historique quand même, parce que c'est intéressant aussi, on voit comment ça fonctionne dans le domaine de l'IA. En 2013, il y a une petite compagnie qui s'appelait DeepMind qui a proposé un algorithme qui était capable de jouer avec des jeux Atari de plein de règles de jeu différentes. Et en fait, l'algorithme
qu'ils ont proposée était capable de s'adapter à toutes les règles du jeu différentes. Elle apprenait les règles du jeu. Et ça, c'était nouveau. Vous avez vu mon exposé, à chaque fois, je lui faisais reconnaître les pommes rouges, les pommes vertes. Si je lui présentais une pomme jaune, le truc, il était paumé. D'accord ? Alors que là, en fait, ce qui est nouveau, c'est qu'il joue, et petit à petit, il arrive à comprendre les règles et surtout à gagner. Et donc, en fait, cette proposition, ça a été une révolution. Et donc, tout de suite, ça a été racheté par Google. Hein. Ça marche beaucoup comme ça dans l'IA. Dès qu'il y a une bonne idée, ben c'est normal. Et en fait, en 2015, il y a eu un article qui est paru dans Nature qui était, je dirais, une évolution de cette méthode. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour les sciences informatiques, c'est que, sauf erreur, c'est le premier article, en fait, issu de l'informatique qui faisait la couverture de Nature. Parce qu'en général, sur Nature, tous les travaux en informatique, voire en mathématiques au sens numérique, sont rarement mis en... Parce que voilà, ce n'est pas le scope, sont rarement mis en valeur dans Nature. Alors que là, cet article a été mis en valeur dans Nature. Alors, à nouveau, et puis je m'arrêterai là, je vais essayer de vous expliquer assez simplement, en fait, juste l'idéologie qui est derrière DeepMind, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, en fait. Et pour ça, je vous propose à nouveau un petit jeu, puisque c'est des choses qu'on essaye de déployer dans le scolaire hein, pour faire comprendre ce que sont les algos. Par exemple, comment on peut faire comprendre DeepMind à des collèges. Donc en fait, l'application, elle est toute simple. Vous êtes sur un jeu de plateau, donc vous êtes un chevalier, il y a des dragons, et l'idée, c'est d'aller trouver le trésor. Voilà, bon, c'est quelque chose de très simple. Pour simplifier, on a le droit de se déplacer qu'à droite, à gauche ou descendre. Bien. Bien évidemment, quand vous lancez le jeu, vous connaissez ces règles. Par contre, vous ne savez pas où sont les dragons. Et quand vous tombez sur un dragon, vous perdez et vous revenez au départ. Donc, l'objectif du jeu, à nouveau, hein, on est loin des jeux d'échecs, on est d'accord, c'est juste pour comprendre le système. L'objectif, c'est comment je peux arriver au trésor en évitant les dragons. Okay ? Là, je vous montre les dragons, mais encore une fois, l'ordinateur, à la base, il ne sait pas où sont les dragons. Eh bien, en fait, pour schématiser un petit peu le fonctionnement, au niveau de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une table. Vous voyez, c'est la table qui est présentée là. Et puis, en ligne, vous avez toutes les cases de votre plateau. Et en colonne, vous avez toutes les actions que vous pouvez faire. Et l'idée, ça va être de remplir ces cases, soit par des valeurs, soit par des jetons. C'est ce que je vais vous présenter très directement là. Pour petit à petit, au fur et à mesure que vous jouez, détecter est-ce que ça c'est un bon coup, ça c'est un mauvais coup, ça je vais gagner, ça je vais perdre. Donc le concept, c'est simplement ça. Alors vous voyez à nouveau, j'ai cette mécanique, il faut que je joue pour apprendre à jouer. Il n'y a personne qui me dit que ça c'est bien de jouer, il va falloir que je le découvre moi-même. Alors, comment vous faites ça ? Pour schématiser un fonctionnement, vous avez des cartes vous avez des cartes de 3 couleurs différentes. Et puis, à chaque fois, quand vous êtes à une position, alors là, c'est vraiment la version de base, je dirais, de la méthode, vous allez tirer une carte au hasard, et puis vous essayez de faire le déplacement qui est proposé par la carte. Si vous rencontrez un dragon, dans ce cas-là, dans votre table, vous mettez un jeton pour dire « j'annule ce coup ». Et puis, et vous retournez au départ. Si vous retrouvez le trésor, vous retournez au départ, c'est que vous avez gagné. Et si vous sortez du plateau, c'est pareil, vous supprimez le déplacement parce que vous n'avez rien à faire de sortir, et puis vous revenez d'où vous êtes parti. Et si la case est libre, vous vous déplacez, vous continuez. Et puis on recommence. Alors, je ne vous ai pas amené je vous ai juste fait une simulation. Donc en fait, avec un jeu de... Donc au début, vous voyez, je ne sais pas où sont les dragons. Hop, il est tombé sur un dragon, vous avez vu, j'ai mis un jeton sur la case qui correspond. Ah, je suis sorti du jeu. Alors je réinsiste, parce qu'à chaque fois, pour l'instant, je fais au hasard à chaque fois. Donc il insiste, parce que c'est le hasard qui veut ça. Hein. Je fais une vraie simulation avec un tirage pseudo-aléatoire. Ah, je suis tombé sur un dragon, etc., etc. Je pense que vous comprenez la mécanique. Vous voyez, petit à petit, ma table, elle se remplit de jetons, en fait. En fait, elle se remplit de jetons et petit à petit, je vais voir tout de suite, pour chaque position, quel est le coup intéressant à jouer, en fait, pour après aller sur une case vide, puis sur une case vide, puis sur une case vide.
Alors, c'est une version très très simple du système parce que ce qui ne va pas pour l'instant, c'est qu'à chaque fois, des fois, j'insiste. Comme je fais au hasard, il y a 18 fois qu'on m'a dit non, tu ne peux pas aller à gauche et je retente d'aller à gauche. Donc, vous voyez, ce n'est pas complètement optimisé. Mais le concept de base, c'est exactement ça. Ce qui est derrière DeepMind, c'est exactement ça. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, ce qui manque, et puis je m'arrêterai là-dessus, je vais aller très très vite là-dessus, ce qui manque pour vraiment arriver à ce concept de DeepMind et cet apprentissage par renforcement, c'est, vous avez vu, à chaque fois, j'insistais en fait. J'allais à droite alors que je savais déjà que j'étais... En fait, quand on est un être humain qui apprenant à jouer aux échecs, au début, on fait n'importe quoi. Et puis, quand on a fait 18 fois tel déplacement et qu'on perd, on se dit « Ah, je vais peut-être arrêter de faire ça ». En fait, c'est là-dessus qu'on n'a pas ce qu'on appelle le renforcement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si ce que je viens de vous expliquer, je veux l'appliquer au jeu d'échecs, ce n'est pas un coup, je l'annule, ou un coup, eh bien, il faut que je récupère ce que je vous avais expliqué par rapport à Deep Blue, la notion, l'évaluation numérique de la qualité d'une situation, en fait. Donc, en fait, vous avez une adaptation, c'est-à-dire que mon tableau, ce coup-là, je ne vais plus mettre des jetons, je vais mettre simplement des valeurs qui indiquent, si je fais ce coup-là, combien ça va me rapporter, pas à court terme, combien ça va me rapporter à long terme en termes de gain de jeu, en quelque sorte. D'accord ? Donc, mes jetons vont se transformer en valeurs. Donc ça, c'est une première chose. Donc ma table va se mettre petit à petit à jour en fonction des coups que je vais jouer. Et puis, il y a une deuxième chose, je vais arrêter de faire à chaque fois des coups aléatoires. Au début, je ne sais pas jouer. Donc quand je suis dans une situation donnée, au début, je fais des coups aléatoires. Mais petit à petit, au fur et à mesure que j'apprends, ce que je vais faire, c'est que de plus en plus, pour une situation donnée, je vais essayer de regarder, a priori, quelle est la meilleure décision, et je vais jouer cette décision. Il faut garder de l'aléatoire, en fait. C'est-à-dire, il faut garder ce qu'on appelle de l'exploration, parce que ça permet de trouver peut-être des stratégies de jeu qu'on n'avait pas envisagées. Mais il faut quand même, au bout d'un moment, renforcer l'algorithme. Alors, juste un petit aparté sur cette exploration. Vous en avez peut-être entendu parler, en fait. À la fois les joueurs professionnels d'échecs, mais aussi ceux qui avaient étudié les parties de jeux de Go, sont surpris par moments des stratégies qui sont faites par l'ordinateur. Mais en fait, ça vient de là. À nouveau, il n'y a pas d'intelligence supra-humaine. C'est simplement que, comme on lui accorde de faire des fois n'importe quoi, en tout cas un coup choisi au hasard, eh bien, il prend un chemin et qui, à travers les récompenses, d'un coup, il tombe, au bout de 50 coups, il tombe sur une solution magique, en quelque sorte. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a cette chose assez fascinante de coups qui ne sont pas envisagés par l'être humain. Mais c'est simplement grâce à la puissance de calcul, quoi. Alors, on peut mettre ça, on peut normaliser ça avec toujours mes jeux, on a des valeurs qui sont mises au zéro au début, etc. Et puis, petit à petit, on va privilégier le renforcement. Je vais juste vous montrer la simulation et je m'arrêterai là. Donc, au début, tous les gains sont à 0. À chaque fois que je me déplace sur une case, j'ai moins 1. Quand je tombe sur un dragon, j'ai moins 10, parce que ça me coûte cher. Moins 1, c'est que je fatigue de me déplacer de case en case. C'est pour éviter que je fasse ça. Et puis, quand je sors, j'ai moins 2. Et puis, petit à petit, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de deviner les coups d'après, combien ça me rapporte. Donc, au début, pour l'instant, vous voyez, je fais surtout de l'exploration. Donc, je tombe souvent sur des dragons. Donc, vous voyez, je remplis des moins 10. C'est les endroits où il y a les dragons. Là, j'ai essayé de sortir. Je reviens, je retombe sur un dragon, etc. Donc, petit à petit, au début, je fais n'importe quoi. Et regardez, est-ce que c'est là? Je tombe sur le trésor. Trésor, c'est 50. Vous voyez, il y a une case qui s'est mise à 50. Et maintenant, l'algorithme, comme à chaque fois, on essaye de deviner combien je vais gagner. En fait, regardez, c'est remonté, il y a 49 qui est apparu. Et puis, là, il y a 48 qui est apparu par rapport à la case 2. Et là, c'est fini. L'algorithme a fini d'apprendre. Regardez, à chaque fois, il évite les dragons et il va au trésor, en fait. Vous voyez ? Et là, c'est allé très, très vite, en fait. Il a exploré au début. Alors, mon jeu est très simple. Mon jeu est très, très simple. Il a exploré au début. J'avais des gains qui étaient associés.
Il y a tout. Alors, la seule chose que je n'ai pas développée, c'est comment on essaye de deviner combien vont me rapporter les coups d'après. C'est là, on peut l'expliquer, mais c'est des règles du jeu, il me faudrait un petit peu plus de temps, donc là, ce n'est pas adapté. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, que c'est à nouveau un processus calculatoire, etc. Alors, et je conclurai par... Donc, vous avez vu, il n'y a rien de magique. En quelques coups, juste avec un algorithme dont on a vu un peu les principes généraux, on a mis en place une stratégie pour gagner. Alors, pourquoi les jeux d'échecs, ça ne peut pas fonctionner directement comme ça? En fait, un jeu d'échecs a tellement de situations différentes qu'on ne peut pas le résoudre avec une table, en fait. Et donc, ce qui a été l'idée, parce que ce que je vous présente là, finalement, c'était un petit peu plus ancien que DeepMind. L'idée géniale qu'ont eu les gens qui ont proposé DeepMind, c'est de dire, OK, je ne peux pas résoudre ça avec un tableau. Eh bien, une situation de jeu d'échecs, ce que je fais, c'est que je la fais rentrer dans un réseau de neurones, puisqu'un réseau de neurones, c'est fait pour reconnaître des pommes vertes et des pommes rouges. Ben, peut-être qu'un réseau de neurones, c'est capable de voir que cette situation-là ressemble à telle situation, en fait. Et donc, ce qu'ils ont proposé, et qu'a fait donc, cette publication dans Nature, c'est de remplacer cette table par un réseau de neurones, en fait. D'accord? Avec tout ce que je vous ai expliqué avant, l'apprentissage, etc. Mais autrement, le concept, c'est juste ça. Donc là, c'était le bilan, et je pense... Je m'arrêterai juste sur cette conclusion, en fait. En fait, sur cet exemple, j'espère que je vous ai convaincu en disant toujours cette question, est-ce que l'IA est intelligente, etc. L'algorithme qu'on a mis en place est capable de proposer une stratégie qu'on peut considérer pertinente grâce à sa puissance de calcul et grâce à l'algorithme qui est mis en place. Et simplement, en fait, si on veut mettre en place cette méthode, il faut simplement avoir un algorithme qui est capable de jouer avec de savoir jouer à un jeu avec des règles denses, c'est-à-dire avec de nombreux calculs, combinaisons, etc. Mais il n'y a rien de magique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci.